Tout de suite, nous allons passer à une autre intervention, Libre Ensemble, les vertiges et les promesses de l'organisation hybride. On va voir ça tout de suite avec Nathanaël Mathieu, directeur recherche et culture de chez Worklib. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en effet, je travaille chez Worklib et aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation hybride et notamment, je vais vous parler du fait qu'aujourd'hui, on n'est pas mature sur le sujet de l'hybride, même si on en parle beaucoup, même si c'est un sujet qui est central dans nos organisations aujourd'hui, on est encore en fait des ceintures blanches sur le sujet. On est finalement, si on est ceinture noire de quelque chose, aujourd'hui c'est une forme de juxtaposition entre le télétravail et le bureau, mais pas encore une vraie hybridation fluide. Et on sait que cette transformation, elle va prendre des années. On sait qu'on va devoir expérimenter, on va devoir tâtonner, on va devoir en fait transformer assez radicalement notre management, on va devoir transformer assez radicalement notre organisation du travail et que cela va prendre du temps. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler plutôt de deux sujets qui, à mon sens, sont des enjeux assez cardinaux, assez centraux dans cette route vers l'hybridation, qui sont la liberté et le collectif. Et pour commencer, j'ai eu envie de faire un petit retour en arrière en vous parlant de Mutinerie, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui est un des premiers espaces de coworking parisiens qui soit créé en 2011. Et leur devise était « Libre Ensemble ». Et pourquoi ils avaient cette devise? C'est parce que leur mission, c'était d'apporter à leurs utilisateurs, qui étaient des freelances, des entrepreneurs, un environnement de travail stimulant, mais aussi un écosystème qui leur permette de travailler en autonomie sans se sentir isolés. Et moi, quand je me suis lancé dans ce sujet, donc ça fait une douzaine d'années, c'est le coworking qui m'a attiré vers la transformation du travail. Parce que je pense aujourd'hui, si je vous en parle, c'est pas par nostalgie, c'est parce que je me suis toujours dit que le coworking, la culture coworking, au-delà des espaces de travail que vous connaissez, avait été une source d'inspiration incroyable pour la transformation, pour les DRH, pour la transformation de nos pratiques de travail. Et que c'était même plus que la culture coworking était un virus qu'il fallait inoculer dans les entreprises. Et je pense que 10 ans plus tard, on est arrivé à ce stade. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de liberté et ce que ça représente pour moi aujourd'hui, la liberté pour nos organisations. En fait, je vais vous parler de la liberté comme un sujet de perception individuelle et non de la liberté dans l'organisation. On a beaucoup entendu parler de l'holacratie, l'entreprise libérée. On a nous-mêmes, dans notre structure, tenté de libérer une partie de notre équipe, notamment tous nos consultants il y a quelques années. On n'a pas réussi, ça a été un échec. Par contre, même si on n'a pas réussi à faire cette transformation-là, je me suis rendu compte que pour les collaborateurs, ils avaient vraiment déployé leurs ailes. Derrière, beaucoup d'entre eux sont devenus des entrepreneurs et il y a eu une vraie démarche de dynamique individuelle qui s'est lancée sur la liberté. Et donc, je me suis toujours dit que finalement, prendre le sujet de la liberté par la perception du collaborateur et de l'individu était sans doute une façon de rentrer dedans qui était plus simple pour l'organisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, se poser la question de la liberté pour le collaborateur? En fait, c'est un sujet qui peut paraître compliqué, mais en fait, quand on regarde les attentes, c'est surtout des attentes de flexibilité dans toutes les composantes du travail. Il y a une enquête hyper intéressante qui est parue il y a quelques mois de la chaire Next. Ils ont interrogé 400 jeunes diplômés sur leurs attentes en matière d'organisation du travail à l'horizon 2030. Et ce qui est ressorti est assez vertigineux. C'est vraiment une ultra-flexibilité attendue dans toutes les composantes du travail, que ce soit le temps de travail, que ce soit le lieu de travail, que ce soit les missions, les contrats, les pratiques managériales, et même l'adaptation du métier en fonction de la personnalité. Donc c'est assez vertigineux. C'est assez... quand on le regarde, on peut aussi se poser les questions que ça va poser en termes de management, en termes d'individualisation du suivi. Mais néanmoins, aujourd'hui, la liberté est un enjeu à suivre de près pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu évident d'engagement. Et je pense qu'il y a pas mal d'intervenants qui parleront de ce sujet spécifique par la suite. Mais là, je vous ai remis un peu la pyramide de Maslow du coworking. Et on voit bien que l'engagement, c'est un sujet de réalisation, c'est un sujet d'estime de soi. Et d'apporter cette liberté, c'est aussi un moyen d'aller vers la motivation du collaborateur et de l'ancrer dans cet engagement dans l'entreprise. Mais par contre, le pendant de cette liberté, c'est évidemment la responsabilité qu'on attend de la personne quand on lui donne cette liberté. Et c'est justement ça que l'entreprise va devoir accompagner. Arriver à se rendre compte que, évidemment, la liberté a des limites,
qui sont celles de ses autres collègues, mais qui sont aussi celles d'une autre personne, qui est la personne morale que représente l'entreprise. Et donc tout le sujet aujourd'hui, quand on pense le travail hybride, c'est de savoir jusqu'où on va aller en termes de liberté et comment on va arriver à faire ressortir ses responsabilités individuelles. Et puis, un sujet que je trouve n'est pas du tout perçu par les dirigeants, et là je remonte encore plus en arrière que Mutinerie, en parlant de Jean-Emmanuel Rey, qui a été un juriste qui a beaucoup compté dans l'émergence du télétravail en France, et qui déjà il y a 15 ans disait finalement on arrive à un moment où la liberté devient un sujet de productivité de l'entreprise. Ce que peu de dirigeants arrivent à ancrer dans leur ADN et dans leur logique de structuration de leurs entreprises. Pourquoi ? Parce qu'avec l'émergence des métiers de la connaissance, on voit bien qu'on passait d'une productivité qui était synonyme de discipline à une productivité qui était liée à la liberté d'organiser son travail. Et aujourd'hui, le sujet pour les entreprises, c'est d'arriver à faire ce shift. D'accord ? Maintenant, le complément de tout ça, c'est le collectif. Et le collectif, aujourd'hui, il prend plusieurs formes. Quelle forme il prend ? Et ce qui me paraît le plus incroyable dans la transformation qu'on a connue ces 2 dernières années, c'est qu'il y a une vraie décentralisation de l'organisation du travail et que l'équipe devient le vrai maillon fort de l'organisation du travail. Dans les grands groupes, ça s'est traduit par la mise en place de contrats d'équipe, dans lesquels les équipes ont finalement défini à leur niveau quelles étaient les règles de télétravail, quels étaient les principes de retour au bureau, comment était organisée la communication à l'intérieur de l'équipe. Et donc on voit bien que l'organisation du travail qui était avant adaptée à l'ensemble de l'entreprise, maintenant se fait à une granularité plus fine, qui rejoint le sujet d'individualisation et d'adaptation que j'ai cité juste avant en termes d'organisation du travail pour les salariés. Donc l'équipe devient un enjeu central, et je pense que Marie-Agnès Guy de Octo vous en parlera plus en détail dans une masterclass juste après, puisque au niveau de leur entreprise, ils en ont vraiment fait le cœur de leur stratégie et de leur politique de travail hybride. Maintenant, ça se voit aussi au niveau des recrutements dans les scale-up, où de plus en plus de managers poussent pour certains métiers, pour certains talents qui n'arrivent pas à recruter, à ouvrir le télétravail en full remote, par exemple. Quand, dans leur entreprise, la politique n'est pas d'aller vers le full remote. Ce qui fait qu'on arrive à des politiques mixtes, hybrides, de travail qui, pour certaines équipes, dans certains cas particuliers, donnent la possibilité de faire du full remote. On a à peu près 25% des startups qui le proposent, alors que finalement, il n'y en a que 2 ou 3% qui sont en full remote global. Donc tout ça montre que l'organisation du travail est plus au niveau de l'équipe et que ça pose ensuite, en parallèle, une question sur qu'est-ce que le collectif ? Puisque finalement, l'enjeu d'une entreprise, c'est d'avoir un collectif de travail organisé, donc un cadre de travail qui est clair, mais qui avant était très contraignant, avec toute une liste de réglementations et d'organisations qui s'adaptaient à l'ensemble des collaborateurs, mais qui aujourd'hui, en fait, va se traduire plutôt au niveau d'une équipe. Et donc, qu'est-ce qui reste dans ce cadre de travail ? Il reste finalement les moyens qu'on va mettre pour accompagner les managers et les collaborateurs à mieux performer. Et donc, c'est une vraie transformation. Et pourquoi j'ai parlé de collectif au pluriel ? Je pense qu'aujourd'hui, le fait que les équipes en elles-mêmes deviennent des collectifs renforce cette complexité. C'est-à-dire qu'il y a besoin de créer du team building au niveau de l'équipe, mais aussi de créer de la densité, de la cohérence au niveau de l'ensemble de l'entreprise, ce qui demande une double animation. Donc le sujet aujourd'hui, pour arriver à créer ce collectif, arriver à créer ce ensemble, c'est vraiment d'animer, et c'est pour ça que l'exemple des collectifs freelance, l'exemple des acteurs du coworking, des opérateurs de coworking est hyper intéressant, puisque finalement, un salarié libre, il reprend beaucoup des paramètres d'un travailleur freelance, finalement. Et donc, arriver à animer, quand on parle à un opérateur de coworking, c'est « moi, je n'ai pas le choix ». Les personnes, elles arrivent, elles veulent sortir de l'isolement, elles viennent chez moi pour justement avoir de la créativité. Je me dois de créer de l'interaction entre eux. Je me dois de leur donner des occasions d'arriver à travailler ensemble, d'arriver à faire entre guillemets, collectif, communauté. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on voit dans les entreprises, avec des postures managériales qui sont en train d'évoluer, avec des postes qui se créent, de remote manager, de community manager, avec au sein même des équipes, des personnes qui prennent le lead pour créer des team building, créer des off-site, créer des tas de rituels qui jusqu'à présent manquaient. Et donc, cette notion d'animation, cette notion d'animer un collectif et des collectifs, elle devient fondamentale. Et ce qui est certain, c'est que le retour au bureau, imposer le retour au bureau, ça ne suffit pas.
Je le dis parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de dirigeants avec lesquels je peux discuter qui ont ce réflexe pavlovien. Mais la machine à café ne suffit pas. La sérendipité dans le bureau ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le retour au bureau, il est intentionnel. Il est de plus en plus un choix. Il est de plus en plus une décision que l'on prend par rapport à une tâche que l'on veut faire. Et donc, il faut donner cette envie de revenir, mais on peut difficilement l'imposer parce que ça ne fonctionne plus dans les usages que l'on a aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça, et c'est ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que ce libre ensemble, aujourd'hui, il impacte très fortement le monde RH. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle géographie du travail, en fait, qui avant était un sujet immobilier, aujourd'hui devient un sujet d'expérience employée, en fait. Le fait que le bureau ne soit plus juste finalement une ressource immobilière, mais devienne un outil pour améliorer les usages, fait que ça devient un sujet RH. Il n'a jamais été autant RH, en fait, ce sujet de la géographie du travail, que depuis que le télétravail a pris de l'ampleur. Et donc, ça pose la question de être libre ensemble, oui, c'est bien, mais où on va l'être ? Et donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, il y a une étude qui est hyper intéressante, qui est sortie du Leesman Index, qui est un peu l'indicateur de référence des usages au bureau, en fin d'année dernière, et il montrait qu'en fait, aujourd'hui, trois choses. Aujourd'hui, les collaborateurs se sont beaucoup mieux équipés au domicile. Quand on les sonde sur Leesman suit 21 usages différents de ce que l'on peut faire au bureau. Et quand on sonde les collaborateurs, et c'est plus de 100 000 personnes partout dans le monde, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a la grande majorité de ces usages qu'ils préfèrent faire à la maison. Les seuls usages qui sont vraiment prioritaires pour eux au bureau sont des usages d'interaction sociale. Donc derrière, quand on part de ce constat-là, qui est quand même sur la base de 100 000 personnes de partout dans le monde, on peut se dire que le sujet du bureau, c'est le sujet de la connexion. Okay ? Donc le bureau devient un hub de connexion. Et donc ce siège social qui finalement n'a jamais aussi bien porté son nom, en fait, il devient plus petit, plus flexible, mais surtout il devient un hub de connexion. Et donc on a, nous, entrepreneurs, dirigeants, RH, un rôle de faire que ces temps au bureau soient des temps de connexion, en plus des temps de collaboration et de connexion pour les équipes. Okay ? Par ailleurs, en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est des usages un peu mixtes. Là, je vous ai mis une vidéo, une photo de Source qui a créé des bureaux appart, c'est-à-dire créer des chambres carrément dans ses bureaux. Nous, chez Worklib, on l'a fait. Ça fait 2 ans qu'on a des bureaux et des appartements dans nos bureaux. Il y a presque 250 ou 300 nuitées pour l'ensemble de nos équipes qui sont distribuées un peu partout en région et en Europe. Le fait est qu'en fait, on voit apparaître aussi une mixité d'usages dans ces bureaux. Alors évidemment, c'est des signaux faibles, mais c'est intéressant parce que ça pose la question de comment le bureau devient un plus hôtel, comment il accompagne une expérience et comment aussi on a une vraie disparité entre les lieux de travail, les lieux de vie, et tout ça se mélange aussi. Et donc les limites qu'on peut aussi se poser. Et dernièrement, pour finir, je voudrais vous parler de cette multitude d'usages que l'on voit. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de retrouver ses collègues, on a besoin d'espaces de travail à proximité de chez soi, on a besoin de salles de réunion, on a besoin finalement de lieux de confidentialité. En fait, on a des usages qui se sont multipliés en lien avec le travail hybride, et en face de cela, on a une multitude d'espaces qui peuvent y répondre, que ce soit à domicile, que ce soit au bureau, que ce soit dans des espaces de coworking, etc. La complexité de tout ça, c'est de dire comment je l'organise. Et nous, notre mission qu'on s'est donnée chez Worklib, c'est d'essayer de rendre ça plus fluide pour l'entreprise et de donner finalement l'espace de travail qui convient au bon endroit, au bon moment. Et donc ça repose aussi sur une prise de conscience des organisations, à se dire, si maintenant l'utilisation d'un espace de travail est vraiment une intention, comment j'arrive à rendre ça facile pour le salarié ? Et donc c'est déjà en proposant une multitude d'espaces de travail et un choix hyper large d'espaces de travail et plus uniquement le bureau. Mais au-delà de ça, c'est se poser la question de, quand ils utilisent ces lieux, où est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ? Quels sont les lieux qui leur conviennent le mieux ? Comment je pilote ça ? Et comment demain, encore plus délicat, je peux proposer, et là on rejoint les 2 sujets IA de tout à l'heure, comment je peux proposer l'espace qui va vraiment convenir le mieux à la personne en fonction de l'usage et de l'intention qu'elle a. Et là-dessus, il y a vraiment un travail, et on est en 2023, la tech est là pour nous aider. Et donc, ce que je propose aussi à toutes les entreprises qui veulent expérimenter, c'est d'aller loin là-dessus. C'est-à-dire, cette année, si vous souhaitez expérimenter, de tester cette intention avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de regarder jusqu'où on peut aller en termes d'usage,
de regarder quelles sont les réductions immobilières qu'on peut faire et comment ces réductions peuvent aider à améliorer le package télétravail, la dynamique d'animation et faire que le travail hybride fonctionne mieux. Et surtout, la question de comment on peut arriver à recréer et à renforcer le lien entre l'individu, son équipe et l'entreprise. Finalement, être libre ensemble et le faire efficacement. Merci.